ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner, Warren Messina. Bonjour Warren, comment vas-tu ? Très bien Rida, et toi ? Écoute, ça va très bien. Et aujourd'hui Warren, nous allons aborder un sujet encore opaque pour certains, mais ô combien important, la préparation mentale. Avant de l'évoquer plus précisément dans le cadre de la performance sportive, nous allons d'abord bien évidemment expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que la prépa mentale, comment cela fonctionne. Et pour cela, nous recevons Pierre-Claude Diodoro, préparateur mental et fondateur de la plateforme Evo Humain, spécialisé en management et en optimisation de potentiel humain. Bonjour Pierre-Claude, comment vas-tu ? Bonjour, écoutez, ça va très bien. Bonjour Warren, bonjour Rida. Pierre-Claude, première question, qu'est-ce qu'un prépa mental et en quoi est-il différent d'un psychologue ? Question assez vaste et très intéressante et qui revient très souvent. Alors tout d'abord, ce sont deux métiers d'accompagnement de l'humain. Après, ce sont des formations différentes, des cibles et j'ai envie de dire des champs d'action complètement différents. D'une manière assez simplifiée, même vulgarisée, je dirais que le psychologue, dans sa démarche, il va se questionner sur le passé, rechercher dans le passé une explication sur la situation que lui présente la personne. Il va interroger l'histoire de vie, les relations familiales. Il va être plutôt orienté explication. Le préparateur mental n'a pas ces compétences-là et il va plutôt être dans une recherche de solutions, plus orienté solution qu'explication. Ça ramène d'ailleurs à la grande responsabilité du préparateur mental et à la clairvoyance qu'il doit avoir de connaître ses limites. Un préparateur mental ne peut pas accompagner tout le monde. Oui. J'ai envie de dire, pour consulter un préparateur mental, il faut aller plutôt bien. Une personne qui aurait une estime d'elle-même et une vision du monde très détériorée serait plutôt de la compétence d'un psychologue. Donc il y a vraiment quand même des profils qui peuvent faire appel à des prépas mentales et d'autres un peu moins, on va dire. Oui, je pense que c'est important de rappeler ça dès le départ. Un préparateur mental ne peut pas s'occuper de tout. Gardons à l'esprit que voilà, il faut aller plutôt bien pour voir un préparateur mental. J'ai une petite question. Comment on devient préparateur mental ? Alors là aussi, il y a un peu de tout. Il y a des diplômes universitaires, il y a des certifications professionnelles qui sortent. Il y en a de plus en plus. Pour ma part, moi, j'ai fait 2 formations. Une avec Denis Troche sur Paris, qui est un préparateur mental assez réputé, notamment dans le monde du foot, qui a été un des premiers à faire les parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et après, moi, j'ai fait une certification aussi sur une plateforme bien connue en ligne. Donc voilà, il y a beaucoup, il y a pléthore d'offres. Voilà. Donc il faut là aussi être très vigilant sur ce qui est proposé en termes de contenu, en termes de formation. Il y a des grandes disparités. Ok, ouais, c'est ce que j'allais. Et d'autant plus que ce sont des formations, en tout cas des métiers qui sont pas réglementés. Ouais. Donc n'importe qui peut s'auto-proclamer préparateur mental du jour au lendemain. Donc j'ai envie de dire grande vigilance. Oui, ça peut être du coup dangereux. Ça peut être du coup dangereux, surtout si le préparateur mental n'est pas attentif à ses compétences et à ce qu'il peut accompagner et pas accompagner. Voilà, ça peut être très très dangereux. Justement, alors tout à l'heure tu nous disais que il faut plutôt aller bien pour faire appel à un prépa mental. Donc je vais bien. Dans quelle situation je peux faire appel à un prépa mental ? Est-ce que je peux le faire appel pour le monde professionnel, pour mon bien-être personnel, pour le sportif ? Comment voilà, partir de quel âge ? Voilà, à partir de quel âge ? Quels sont un petit peu les différents profils, les différentes situations ? Dès lors que tu as envie d'être plus performant, alors que ce soit dans ta vie sportive ou professionnelle, tu peux faire appel à un préparateur mental. Alors un sportif, c'est facile pour tout le monde. On imagine très bien quelqu'un qui veut améliorer ses performances sportives, ses temps, ses records, être plus régulier dans ses matchs. Tout ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est accepté par tout le monde et compris par tout le monde. Mais dans le cadre professionnel, on peut très bien imaginer un chef d'entreprise, par exemple, qui serait amené dans sa pratique professionnelle à devoir prendre la parole devant des assemblées, qui perdrait ses moyens. Ça peut aussi être du ressort du préparateur mental d'accompagner un professionnel dans cette difficulté-là. C'est pas fermé essentiellement à une catégorie. On peut tous faire appel à un prépa mental sans aucun problème. Oui. Les outils de la préparation mentale peuvent être adaptés à la fois au sport, mais également aux professionnels, voire au personnel. Ouais. Oui, bien sûr. Dès lors que quelqu'un va se sentir mieux, va mieux se connaître, va savoir comment s'appuyer sur ses ressources et il peut faire appel à un préparateur mental. En tout cas, dès lors qu'il y a cette envie-là, cette volonté d'avancer, d'être plus performant,
ça vaut le coup de le tenter. La question de la motivation d'un sportif peut être très vite et très facilement rapprochée de la motivation d'un salarié. Vous voyez, se poser la question de savoir pourquoi on a un sportif qui est démotivé, on peut se poser la même question dans le monde de l'entreprise. Au niveau du football, c'est ce que tu fais avec un club amateur de niveau N2. Comment se passent les échanges, le lien que tu as avec le coach, avec les différents membres du staff, les joueurs? Est-ce que c'est toi qui les sollicites, c'est eux qui te sollicitent? Comment ça se passe le quotidien avec ce club en l'occurrence? Oui, je travaille avec le RC Grasse. Alors les échanges, alors déjà il y a une vraie volonté de la direction et du staff d'intégrer un préparateur mental, ce qui est assez novateur parce que dans le monde du foot c'était pas trop présent et encore moins au niveau N2, j'ai envie de dire. Donc déjà une volonté. Ensuite mes échanges, ils sont, alors moi je suis dans le staff sans y être. Voilà, je vais vous parler de ma position. Je développe quand même une position un peu méta qui me permet garder une certaine neutralité qui me semble importante par rapport aux joueurs, notamment lorsque je vais suivre des joueurs en individuel. Voilà. Les échanges, alors on travaille très bien ensemble. Moi, j'ai été très bien accueilli. On échange sur ce qu'on a envie de mettre en place d'un point de vue les accompagnements collectifs. Après, la vraie question qui se pose souvent, c'est est-ce que l'on doit imposer ou pas les rencontres avec le préparateur mental. Voilà. Moi, je suis d'avis de dire qu'il faut que le joueur en ait envie. Oui. Voilà. Alors après, il peut être sollicité par le staff, on peut l'encourager à le faire, mais il est fondamental, selon moi, qu'il y a une vraie adhésion du joueur. Mais s'il n'a pas envie, il y aura forcément un blocage quelque part, en fait. Exactement. Et puis il va venir à reculons et puis il dira que ce qu'il a envie de dire. Voilà. Il faut qu'il y ait du sens pour le joueur. T'as été perçu comment à ton arrivée par les joueurs, justement? Comment ils t'ont perçu? Des fois, ça peut faire peur à certains joueurs de dire moi, j'ai pas de problème, je vois pas pourquoi j'ai besoin d'un coach mental. D'autres, ça va me permettre d'optimiser mes performances. Dans ta question, tu as amené la réponse. Il y a exactement ces deux cas de figure-là. Les joueurs qui sont très méfiants parce que ils identifient le préparateur mental à problème. Et j'ai envie de dire, tout l'enjeu, moi, de ma première présentation a été justement de démontrer le contraire. Que quelqu'un qui allait rencontrer un préparateur mental, c'était quelqu'un qui avait envie de se mettre au service de l'équipe pour être plus performant pour l'équipe et qui n'avait pas nécessairement de problème. Et donc, j'ai eu les deux cas de figure. J'ai à la fois des joueurs qui auraient envie mais qui ont peur de l'image que ça peut renvoyer et d'autres qui ont vraiment franchi le pas et qui sont vraiment dans cette démarche de se dire, tiens, là-dessus, j'aimerais bien travailler sur cette partie-là, sur les temps qui précèdent le match. Voilà, dans ma préparation, j'aimerais bien m'améliorer là-dessus. Et ils viennent. D'autres joueurs sont venus par curiosité au départ. Voilà, en disant, mais tiens, je connais pas du tout, j'en ai jamais fait, est-ce qu'on peut se rencontrer, voilà. Donc, tu as tous les cas de figure. Et est-ce que c'est lié à certains postes sur le terrain, on peut dire décisifs, ça peut être l'avant-centre, le gardien, peut-être moins l'arrière droit ou l'arrière gauche, qu'ils vont être moins exposés sur un terrain, on va dire au destin d'un match? Non. En tout cas, pas dans mon expérience, puisque en réfléchissant très vite, là, les joueurs que je suis, ils occupent tous les postes. D'accord. J'ai à la fois dans toutes les lignes du terrain, donc j'ai pas perçu. Après, sans doute que les besoins divergent. Les besoins divergent, en tout cas, la demande n'est pas la même, mais il n'y a pas de frein à ce niveau-là, en tout cas. En tout cas, j'ai pas ressenti de demande qui serait plus accrue pour les attaquants ou pour les défenseurs, enfin voilà. Quand tu réalises une action au sein de ce club, donc du RC Grasse, club situé dans les Alpes-Maritimes, dans le 06, est-ce que c'est essentiellement individuel ou est-ce qu'il y a également des actions en groupe pour toute une équipe? C'est quand même assez spécifique pour le coup le football. La préparation mentale est essentiellement un travail individuel, bien évidemment, puisque nous sommes tous différents et nous avons tous des besoins particuliers. Donc j'ai envie de vous dire que 90%, c'est de l'individuel. À Grasse, nous avons quand même mis en place des interventions collectives. Moi, j'interviens 2-3 fois dans la saison avec l'ensemble de l'effectif sur des thématiques transversales, des notions comme la cohésion d'équipe, voilà, ce genre de choses où on travaille pour avoir des messages communs. Okay. Voilà, donc généralement, je trouve des petits jeux de team building. Les joueurs expérimentent et on en garde un message fort pour l'équipe. Voilà, okay. Notamment des outils aussi. La gestion de l'erreur, par exemple, elle peut concerner tout le monde. Donc voilà, il y a des petits outils et puis les joueurs, ils peuvent se les rappeler éventuellement sur le terrain. Et c'est quoi ton lien avec le coach directement? Est-ce que tu lui fais des retours sur tel ou tel joueur? Lui, il va bien, il est venu me consulter, c'est un peu plus compliqué. Et est-ce que le coach va faire parfois prendre des décisions
sur des joueurs, qu'ils fassent jouer ou pas, justement, par rapport à son état mental, enfin son état mental. Par rapport à alors là, tu poses aussi une question très, très pertinente dans le sens où j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, la question de l'éthique professionnelle. Dans la mesure où un joueur va venir me rencontrer, il n'est pas question que je révèle quoi que ce soit de la rencontre. Voilà. Ni des raisons pour lesquelles il est venu me consulter, ni ce qui a été dit. D'accord. Ouais. Si j'estime à un moment donné, parce que ça peut arriver, que le staff a un rôle à jouer dans l'accompagnement du joueur. Parce que par exemple, pour un joueur qui serait un peu démotivé, il y a des aspects que le joueur peut traiter lui-même, mais il y a aussi des aspects que le staff doit connaître pour modifier certaines choses, notamment dans la manière de donner les consignes ou d'organiser les entraînements. Si j'estime que le fait de pouvoir révéler quelque chose au staff peut être porteur pour le joueur, j'en parle d'abord avec le joueur et je demande son accord. D'accord. Ouais. Donc ça c'est important à je pense que c'est important à signaler. Voilà. Après, avec le staff, on peut travailler sur des problématiques générales, la gestion de la frustration, mais c'est jamais lié à un joueur en particulier. Voilà. C'est comment est-ce qu'on peut éventuellement se comporter quand on a de la frustration, le joueur qui joue pas. Voilà. On est vraiment sur des thématiques très très générales. Et donc, je peux être amené à travailler ou à discuter avec Loïc à ces sujets, avec Loïc et ses adjoints d'ailleurs. Voilà. Mais c'est jamais à propos d'un joueur. En tout cas, c'est important de le signaler. Et d'ailleurs, c'est aussi une protection pour le joueur. Voilà. Et ça, j'ai envie de dire que c'est ma place dans le staff, mais en même temps sans trop y être, qui me permet de le maintenir. Voilà. Quand un joueur vient, je me base sur ce qu'il me dit, pas forcément sur ce que je sais ou ce que je peux voir. Voilà. C'est sa représentation qui est importante. Et est-ce que tu travailles directement aussi sur la prépa mentale, on va dire, du coach, parce que quelque part aussi il a ce besoin, il est stressé, il a toute la pression sur ses épaules, il doit gérer le cas d'une vingtaine de joueurs. Est-ce que des fois il peut te solliciter pour faire un peu des ateliers ou autre? Alors, il m'a sollicité sur des thématiques, des problématiques qu'il rencontre dans la gestion du groupe en particulier. Pas encore. Voilà, c'est peut-être un message pour lui. Pas encore sur des problématiques individuelles dans la gestion de son groupe. Voilà. D'accord. Plutôt, comme je vous dis tout à l'heure, la frustration des joueurs. Voilà. Comment est-ce qu'on la gère. Voilà, ce genre de choses. En quoi aujourd'hui la prépa mentale est-elle devenue un levier important dans la performance sportive? Je pense pas qu'elle soit devenue aujourd'hui un levier important. Je pense qu'elle a toujours été. Ouais. Je pense que culturellement, on s'en était pas forcément rendu compte. Oui. On a souvent mis en avant le physique, la tactique et la stratégie, la technique, et en fait, on n'a pas accordé trop d'importance au mental. Voilà. Je pense pas que ce soit quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau dans nos mentalités. Est-ce que c'est typiquement français ou dans d'autres pays? Et est-ce que c'est lié au sport collectif individuel? Peut-être aux États-Unis, c'est quelque chose qu'ils ont assimilé depuis pas mal de temps, le côté mental sur de l'individuel, sur certains sports individuels. Alors c'est sûr que la culture anglo-saxonne est bien à l'avance sur nous à ce niveau-là. En France, on est en train de s'y mettre. Alors on s'est mis très rapidement sur les sports individuels. Sur les sports collectifs, ça commence à accrocher. Au rugby notamment, c'est quand même un peu plus en avant que le foot pour l'instant. Je saurais pas vous expliquer les raisons. J'ai lu dernièrement la dernière déclaration de Thomas Tuchel, de l'ancien entraîneur de PSG, qui était lui-même, alors pourtant il fait preuve d'une grande ouverture d'esprit quand on le voit comme ça dans les interviews, qui lui-même était très réfractaire à l'idée de faire intervenir un préparateur mental. Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Oui, il y a encore un petit peu de travail pour le faire assimiler un petit peu à tout le monde. Oui, d'autant plus que les staffs sont en train de s'étoffer. Maintenant, on fait appel à des diététiciens, vraiment à des cellules médicales assez poussées. La préparation mentale reste encore un peu tabou. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas un quatrième levier, la question des habiletés mentales. C'est vraiment quelque chose qui permet d'exploiter au mieux les trois autres. Ouais. Ça veut dire que si on parle de physique, quelqu'un qui va être bien dans sa tête, qui va être capable de connaître ses limites, voilà, d'être déstressé, il va pouvoir aller plus loin, même sur ses capacités physiques. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en soutien des autres piliers. Et si on a un petit conseil à donner à nos auditeurs, est-ce que elle va avoir la même utilité et la même efficacité si on l'utilise de manière sporadique ou si on l'utilise de manière plus longue sur du moyen terme, du long terme? J'ai envie de te dire, moi je crois pas au gourou qui interviendrait avant un match et qui ferait gagner l'équipe. Hein. Ouais.
J'y crois pas trop à ce gourou magicien. Je sais pas si certains ont exploité ce filon, mais en tout cas, moi j'y crois pas. Il y avait eu un peu cette situation avec Noah en 95 quand le PSG gagne la Coupe de France, où ils font intervenir un peu pour comme de la prépa mentale, parce que le groupe n'allait pas forcément bien. Il faut intervenir avant la finale de la Coupe d'Europe. Est-ce que c'est pas les prémices? Et justement, ils avaient pris un tennisman, un sport individuel. Après, je pense que c'est aussi risqué d'avoir cette vision de la préparation mentale. Ouais. C'est pas forcément parce que tu as été un grand sportif que tu es un bon préparateur mental, et c'est pas parce que toi tu as réussi ta carrière que tu connais toutes les ficelles. Ouais. Voilà, moi j'ai envie de me départir de cette vision-là. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt à intervenir avant un grand match ou avant de grandes échéances, à condition qu'il y ait un travail préalable qui a été fait avant, ne serait-ce que comme on le fait à Grasse, avec des interventions collectives de 3 fois dans l'année, quelques outils en commun. Voilà, ça peut être des rappels, ça peut être un discours de motivation, enfin ça peut être ce genre de choses. Mais quelqu'un qui débarque comme ça, un one shot, voilà. Est-ce que c'est juste pour évacuer la pression? Certains joueurs peuvent avoir besoin ils peuvent être stressés avant un gros match ou avant une grande échéance. Peut-être c'est un moyen aussi de leur faire sortir cette pression ou de jouer avec la pression pour qu'ils soient plus performants, et voire même parfois certains qui ont un blocage dans la tête, qui peuvent avoir des problèmes récurrents sur des blessures. Oui, tu vois, mais tu abordes la question de la personnalisation. Tu as des joueurs qui ont besoin de pression pour être performants, tu en as d'autres il faut leur faire baisser, tu en as d'autres qu'il faut leur faire monter. Enfin voilà, un discours collectif, ils doivent prendre tout ça en compte. C'est difficile, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'appuyer sur d'abord un accompagnement individuel, que chaque joueur apprenne à se connaître, sache dans quelles conditions est-ce qu'il est performant, est-ce qu'il a besoin d'être énervé, est-ce qu'il a besoin d'être déstressé, est-ce qu'il a besoin d'être activé, voilà. Tout ça, c'est vraiment du cas par cas. Et est-ce que tous les joueurs ont besoin ou peuvent être intéressants en prépa mentale, où il y a certains joueurs que ça leur est complètement réfractaire, ça leur changera rien sur leur performance, ils vivent très bien comme ça? Mais de toute façon, tu as des joueurs qui vivent très bien sans préparateur mental et qui continueront à le vivre très bien. Après, t'as pas les mêmes besoins. T'as des joueurs qui sont venus et finalement, on a fait des suivis relativement courts parce qu'ils avaient déjà intégré dans leur pratique une partie des outils finalement sans le savoir. Voilà. L'accompagnement consistait finalement à faire quelques réglages, voilà, sur des outils qu'ils avaient de toute façon dans leur carrière déjà un peu mis en place. Et après, tu as des personnes qui découvrent complètement la préparation mentale, où tu as un vrai travail à faire sur des domaines particuliers, parce que finalement, c'est assez vaste la préparation mentale. Motivation, fixation d'objectifs, gestion du stress, les routines d'avant-match, la gestion de l'erreur. Enfin voilà, ça recoupe pas mal de domaines. Donc j'ai envie de dire que ça peut intéresser tout le monde, bien évidemment. Il y a un intérêt pour tout le monde d'aller rencontrer un préparateur mental. Il n'y a pas forcément un intérêt pour tout le monde de voir au long cours un préparateur mental. Pour terminer, Pierre-Claude, vous réalisez également des formations à la demande au niveau des clubs. À quoi cela consiste exactement? J'ai la chance d'être régulièrement autour des terrains. J'y vois de très belles choses, notamment au niveau des éducateurs, des attitudes d'éducateurs. Et puis parfois, je vois des choses qui me heurtent un peu, où je me dis, tiens, il y a matière à travailler et à faire avancer un peu les éducateurs, notamment dans le foot. Et donc j'ai eu l'idée de proposer, alors c'est pas vraiment des formations, mais c'est plutôt des rencontres, des mini-conférences débats. Et l'objectif, c'est de pouvoir échanger avec les éducateurs, à la fois sur la grande responsabilité qu'ils ont, puisqu'on les nomme éducateurs auprès du public et des jeunes, et leur apporter certains outils pour améliorer leur communication avec le public en fonction de l'âge, leur causerie, savoir combien de temps on peut parler devant un public, est-ce que c'est trop long, trop court, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, comment est-ce que on donne les consignes. Voilà, c'est vraiment une aide pour les clubs et pour les éducateurs. Et bien évidemment, c'est inspiré à la fois de ce que j'ai appris en préparation mentale, mais également on n'en a pas parlé parce que c'était pas l'objet du débat, mais moi pendant 10 ans j'ai été éducateur. Donc j'ai une sensibilité particulière à toutes ces questions-là. Tu connais un petit peu, et de faire le lien, c'est encore beaucoup plus simple pour toi à ce niveau-là, quoi. Oui, puis et de toute façon, le métier de préparateur mental est un métier de relation et de lien. Donc voilà, je pense que c'est une partie importante. On peut aller rencontrer un préparateur mental et ça ne matche pas, parce que c'est aussi une rencontre entre deux personnes. Alors, est-ce que tu as d'autres échanges avec des préparateurs mentaux dans d'autres clubs? Est-ce qu'il y a un collectif où vous commencez
à vous réunir pour connaître la méthode de chacun, ou c'est chacun fait de manière individuelle sa préparation mentale? Alors, moi, j'ai des échanges. Lorsque j'ai fait la formation avec Denis Troche sur Paris, on était une promo, donc était constituée. Un tiers des participants étaient des managers, un tiers venait de professions libérales et un tiers était soit des sportifs de haut niveau, soit des anciens sportifs de haut niveau. Et donc, moi, j'ai gardé des liens avec toute la promo. Donc, on échange régulièrement. On a un groupe WhatsApp où on échange sur nos pratiques, sur les outils qu'on a mis en place, sur les adaptations qu'on a été amené à mettre en place. Après, je sais pas si tout le monde est dans cette démarche-là. C'est un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel, la préparation mentale. Donc, je sais pas si tout le monde est dans cette recherche d'optimisation, de progression personnelle. En tout cas, c'est fondamental. Donc oui, moi j'en ai. Tu l'as très bien dit au début. Aujourd'hui, presque tout le monde peut se dire préparateur mental. Je fais une formation en ligne assez rapidement. Je deviens préparateur mental et je le dis sur les réseaux sociaux, je suis préparateur mental. Est-ce que c'est pas dangereux? Peut-être on va finir sur ça. Est-ce que c'est pas dangereux de se déclarer préparateur mental? Est-ce qu'à un moment, il ne doit pas avoir une structure bien précise, comme ça a été le cas pour les préparateurs physiques? Tout le monde se disait préparateur physique. À un moment, ils ont fait un collectif, une association pour optimiser et reconnaître totalement cette profession. Est-ce que c'est pas la prochaine étape pour les préparateurs mentaux? Alors, je sais pas, parce que dans ta question, tu parles quand même de personnes qui se sont formées. Donc, j'ai envie de dire, c'est déjà un gage, j'ai envie de dire, de sécurité. Voilà, des personnes qui sont formées, peu importe la formation, ce sont déjà des personnes qui se sont un peu renseignées, qui sont sensibilisées à la question et qui vont pas faire n'importe quoi. Qui vont, en tout cas, avoir des outils validés. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est déjà une bonne chose. Quand on parle de profession non réglementée, ça veut dire qu'il y a même des personnes qui n'ont pas suivi de formation, qui peuvent s'autoproclamer. Donc, bien évidemment que c'est dangereux. Après, j'ai envie de dire, le sportif ou le client, entre guillemets, c'est à lui de faire le bon choix, quoi. Et d'arrêter dès lors qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, je sais pas si une réglementation permettrait justement d'écarter toutes les brebis galeuses qu'il peut y avoir dans toutes les professions de toute façon. Je sais pas. En tout cas, je dis voilà, vigilant. Merci beaucoup Pierre-Claude d'avoir répondu à nos questions. C'était très instructif. Ça nous a permis d'en connaître un peu plus sur ce thème de la préparation mentale, qui est un thème, comme je disais tout à l'heure, un petit peu opaque. C'est vrai qu'on le connaît pas vraiment. On se pose souvent des questions et du coup, c'était super intéressant d'avoir un petit regard avisé sur cette question-là. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Merci Pierre-Claude. À très bientôt. En tout cas, Warren, c'était là aussi un sujet très important. C'est un nouveau métier un petit peu du football et c'est intéressant de voir que on s'y met de plus en plus et ça peut intéresser plusieurs publics. Oui, on l'avait évoqué avec le préférence motricité. De plus en plus, il y a de la performance dans les clubs, entraîneur des gardiens, analyse vidéo, préparateur physique, le staff médical qui évolue, préparateur mental. Donc on ira certainement à la rencontre de toutes ces professions qui sont amenées à faire grandir le foot et le sport en général. Je sais pas, toi, en athlétisme, vous avez des préparateurs mentaux? Ça commence un tout petit peu petit à petit. De toute façon, c'est quelque chose qui comme je disais, qui se démocratise beaucoup. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que ça se démocratise et que ça continue à bien se démocratiser. Et nous, on l'utilise, c'est vrai, pareil, de manière très sporadique. Il n'y a pas tout le monde qui l'utilise, c'est surtout des athlètes de haut niveau qui l'utilisent, mais c'est quelque chose de très intéressant. Moi-même j'en fais, donc je sais de quoi je parle. C'est quelque chose de très intéressant et qui est vraiment très loin de ce qu'on peut percevoir et de ce qu'on peut penser de ce domaine. Mais je pense que la barrière qu'il faut casser, c'est comme dans la vie de tous les jours. On va pas voir un psy parce qu'on est fou. Un préparateur mental, il a très bien expliqué, Pierre. C'est pas forcément qu'on a des problèmes, mais c'est pour améliorer sa performance. C'est ça. Donc c'est ça que les joueurs doivent prendre en compte et pas forcément se dire j'ai un problème, je vais voir un préparateur mental. Non, je peux aller très bien, je vais voir un préparateur mental pour améliorer encore mieux mes performances. Exactement, Warren. Écoute, c'était une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Warren. On se retrouve Merci à toi. Très bientôt sur ActuFoot Podcast pour de nouveaux thèmes et de nouveaux sujets. Merci à vous.